La légende au roman Mélusine et le Canigou, vers 1400. La parenté de Mélusine et de ses sœurs avec les fées du folklore catalan. Bien que le nom et le personnage de Mélusine ne soient pas totalement oubliés, beaucoup de Catalans ignorent l'importance des liens de cette fée avec leur pays. Sans doute cet oubli est-il du fait que sa légende la rattache à la maison poitevine des Lusignan, dont Mélusine devint l'ancêtre mythique, exactement comme Vénus pouvait être celle de la famille de César. Il est également vrai que les fées sont la création d'une mythologie médiévale commune à toute l'Europe. Pourtant, le roman des Lusignan, écrit en prose par Jehan d'Arras, 1393, puis en vers par Coudrette, peu après 1401, porte plusieurs traces de la parenté plus précise de Mélusine et de ses sœurs avec les fées des légendes traditionnelles du Canigou. La légende du chevalier Raymond chez Gervais de Tilbury. La première sorte de trace est intertextuelle. Jehan d'Arras a trouvé la légende chez Gervais de Tilbury, dont il reconnaît clairement l'inspiration, et il en fait même un argument de véracité de toute son histoire. Or, on a vu combien Gervais connaissait bien le légendaire catalan par l'intermédiaire de ses hôtes, mais l'histoire de fées fatales qu'il raconte lui-même dans Otia Imperiala ne se situe ni en Catalogne ni dans le Poitou. C'est une légende de la province d'Aix, dont Gervais était le sénéchal impérial, et dont il cite bien d'autres mirabilia. Qui plus est, l'auteur présente cette légende comme l'histoire vraie de ses ancêtres et de sa propre parenté. Le seigneur s'appelle Raymondus, Raymond ou Raymondis, en moyen français, dans la légende des Lusignan. Il est le seigneur du château de Rousset et croise la dame surnaturelle Mélusine, dont il tombe amoureux sur les rives de la rivière le Lard. Elle accepte de l'épouser, lui promet la plus grande prospérité tant qu'elle vivra sous son toit, mais pose une condition, qu'il ne la voie jamais nue. Il tomberait alors dans une condition misérable. Tout se passe comme prévu, le mariage est fécond. Bon, comment ils font des enfants sans se voir nus, habillés. Des fils et des filles de la plus grande beauté lui naquirent, alors que les nombreux fils de Mélusine auront dans le roman une trace visible de leur ascendance maléfique. Un jour, arrive ce qui devait arriver. Le chevalier n'écoute que l'impulsion de son désir et néglige les prières et les menaces de son épouse. Arrachant le rideau qui masquait le bain, le chevalier s'approche pour voir sa femme nue. Et aussitôt la dame, transformée en serpent, mit la tête sous l'eau du bain et disparut. Elle ne fut plus jamais vue ni entendue, sauf parfois la nuit, quand elle venait rendre visite à ses petits-enfants. Les nourrices l'entendaient, mais ne purent jamais la voir. Le chevalier, qui avait perdu la plus grande part de sa prospérité et de sa faveur, donna par la suite une fille de cette dame en mariage à l'un de nos parents. C'est Gervais Tilbury qui parle. Appartenant à la noblesse de Provence, sa grâce la faisait remarquer au plus haut point parmi les dames de son âge et de sa condition. Et son héritage est parvenu jusqu'à nous. Voilà. Une autre légende qui parle de Mélusine. La légende de Raymond chez Pierre Bersuit. Le rattachement de cette légende type à la maison des Lusignan ne date pas non plus des deux romans de Mélusine, de Jehan d'Arras et de Coudrette. Pouvait en trouver la première transmission chez un auteur qui connaissait bien lui-même, Gervais de Tilbury, et dont nous rappellerons
nous rappelons le bénédictin poitevin Pierre Berçu, mort en 1362, son réductorium moral, dans lequel figure aussi la légende du Canigou, est un recueil impressionnant de légendes en tout genre, rapportées à des fins d'édification morale. Comme le titre l'indique, on y trouve la version suivante. On raconte dans ma patrie que la solide forteresse de Lusignan était fondée par un chevalier et la fée qu'il avait épousée, et que la fée elle-même est l'ancêtre d'une multitude de nobles et de grands personnages, et que les rois de Jérusalem et de Chypre, ainsi que les comtes de la Marche et de Parthenay, sont ses descendants. Mais la fée, dit-on, fut surprise nue par son mari et se transforma en serpent. Et aujourd'hui encore, on raconte que quand le château change de maître, le serpent se montre dans le château. Le Canigou dans les deux romans de Mélusine. La seconde trace du lien entre la légende de Mélusine et le Canigou est inscrite dans l'histoire elle-même. Dans la version initiale de Jean d'Arras, on sait que Raymond, après sa fatale erreur et la transformation de sa femme, se retire au monastère de Montserrat, c'est près de Barcelone, où le visitent régulièrement deux de ses fils qu'il a eus avec Mélusine, Geoffroy et Thierry, ainsi que le roi et la reine d'Aragon. Il arriva même un jour que Mélusine apparut à ses deux fils au-dessus de la tour Poitevine pour y crier sa douleur, puis s'envola jusqu'à Montserrat, où elle fut aperçue le même jour par les prieurs et les moines. C'était le temps où Raymond était mourant et avait fait son testament. Mélusine était pour son mari, comme plus tard pour l'un de ses descendants, le roi Pierre de Chypre, un présage de sa mort imminente, selon la prophétie de la fée, mais Jean d'Arras donne un récit de cet amour tragique, un préambule qui en évoque le développement ultérieur. L'histoire de Mélusine et de Raymond reproduit celle des parents de la fée. Élinas, roi d'Écosse, Albanie dans le texte, et la fée Présine, à la suite d'une trahison similaire, rompent la promesse de ne pas chercher à venir à voir la fée quand elle accouche. Présine disparaît avec ses filles et se réfugie en Avalon. Devenues grandes, les trois filles apprennent de leur mère la faute de leur père et se vengent cette faute en l'enfermant dans la montagne de Bromblom-Rem-Lyon, dans le Northumberland en Angleterre. Là-dessus, leur mère, qui aime toujours son mari, châtie à son tour ses trois filles en les maudissant. Mélusine, l'aînée, se transformera chaque samedi, comme on sait, et pourra vivre et mourir comme une mortelle si elle trouve un mari, ne la voyant pas sous sa forme de serpent. Nous ne trahissons pas son secret. Mélior restera enfermée avec un épervier qu'elle gardera jusqu'au jugement dernier dans un château en Arménie. Et le sort de la dernière sœur nous ramène en Catalogne. Quant à toi, Palestine, tu seras enfermé dans la montagne du Canigou, avec le trésor de ton père, jusqu'à que vienne un chevalier de votre lignage, qui prendra ce trésor et s'en servira pour conquérir la terre promise et te délivrer de là. Après, il y a le passage par là. Donc là, nous sommes avec une histoire qui remonte à plus loin. Alors, c'est en effet la montagne d'une fée, littéralement la montagne
du destin, factum, selon l'étymologie du mot fée fata. Un brave chevalier anglais qui n'était pas du lignage de Lusignan l'apprend à son dépens. Il s'y rend avec un page qui revient seul avec le cheval de son maître. Se fait conduire à la montagne du trésor par un habitant du pays qui refuse de s'en approcher à moins d'une demi-lieue. Enfin le chevalier commence seul et à pied son ascension. Il prouve sa vertu en tuant son chemin un grand serpent, puis un ours, puis fait des ravages parmi les serpents et massacre toutes les bêtes qu'il rencontre. Mais, dans la fosse, là où se trouve le monstre qui garde la porte de fer, derrière laquelle est enfermé le trésor, par le pouvoir des fées, ce monstre ne fait qu'une bouchée du chevalier. Celui-ci avait pourtant accompli un très bel exploit. En allant jusque-là, un chevalier de Hongrie n'alla pas si loin. Ayant gravi les caniveaux de 10 ou 20 pas, il fut dévoré par le serpent. Qu'on se le dise, Palestine garde encore ce jour le trésor paternel dans les entrailles du caniveau. Et cela, la tradition populaire ne l'a jamais su, ou bien l'a oublié. Nous sommes en présence de créations littéraires, sous la forme d'une légende historique développée sur la base de contes populaires qui n'étaient sans doute ni si précis ni si liés à telle ou telle noble famille. L'oubli a pu faire aussi disparaître cette base populaire aujourd'hui invérifiable, comme en témoigne encore une fois Jean Abelané au sujet d'une histoire de cavalier recueillie non loin du lac maudit, le lac du Caniveau. Un jour, j'étais occupé à faire la relève des gravures du roc de les Creuses de Noël qui borde le chemin escarpé qui mène au col du Marsac. Passe une paysanne avec son cotillon noir serré à la taille, son fichu noué sur le menton et en équilibre sur sa tête une énorme bourrassa ballot d'herbe pour ses lapins ou ses chèvres. Je lui demanda si elle connaissait la raison d'être de ces croix gravées sur les rochers. Il y a très longtemps de cela, me dit-elle, un cavalier passait par là, et il est tombé dans le précipice avec son cheval. C'est Van Amboursa. C'est en souvenir de ce triste événement qu'on a gravé ces croix sur ce rocher. Me dit-elle, elle ne savait pas qui était ce cavalier, ni pour quelle raison, naturelle ou surnaturelle, ce malheureux était arrivé là. J'ai oublié un passage sur Palestine qui est accompagné d'un monstre qui ressemble à un diable avec une pince gros comme un tonneau qui possède qu'un œil, une sorte de cyclope, et une oreille. La légende dit que si on jette une pierre dans ce lac, l'orage, le tonnerre se met à voir les orages, la brume se lève, il se passe des choses surnaturelles, donc à ne pas faire. Voilà, merci d'avoir écouté.